Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Viva Culture, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, Catherine Desormières évoquera le roman de New York, Didier Guillaumet pour son instant philo parlera du roi des animaux, quant à Annie Drogou, elle s'entretient avec Éric Engelbert, créateur d'images. Dix minutes, chronique. Dans la littérature américaine, il y a ce que l'on pourrait désigner comme un genre à part. Ce sont les romans qui ont pour cadre New York. Disons romans new-yorkais, tant la ville elle-même imprègne l'écriture de leurs auteurs et semble être la véritable source de leur inspiration. En 1826, au bas de la 5e avenue, on construit à la place d'un marécage un quartier résidentiel où s'installent les plus fortunés des familles new-yorkaises. Les superbes demeures néo-grecques en briques rouges qui s'y élèvent, les jardins, constituent alors le cœur de la ville. C'est Washington Square. C'est aussi le titre du roman de Henry James, paru en 1881, analyse du poids d'une société bourgeoise et aristocratique, où la respectabilité est liée au regard du vieux New York. Je ne sais pas si c'est le souvenir de leur enfance, mais bien des New-Yorkais ont une prédilection marquée pour cette partie de la ville. Il faut dire que Washington Square a conservé une atmosphère de paix rêveuse qu'on trouve de plus en plus rarement dans les autres quartiers de la grande cité tapageuse. Il y règne un air de certitude, d'aisance et de noblesse que ne possèdent pas les régions plus modernes desservies par la grande artère centrale. L'air d'avoir une espèce de passé. Cependant, le grand roman de New York en ce début du XXe siècle, c'est Manhattan Transfer, de John Dos Passos, paru en 1925. Dans ce roman, c'est la ville tout entière qui est la protagoniste d'un récit qui s'étend de la période de 1914 à 1925. Battery Park, Maiden Lane, Pearl Street, Civic Center, Lower East Side, Bowery Street et Chatham Square, Greenwich Village, Park Avenue, Central Park. L'image de la ville s'intègre au récit. C'est la baie de New York, la Statue de la Liberté, ou les remorqueurs, le tram aérien. Une soixantaine de personnages y vivent, s'y croisent, et représentent tous les niveaux de la société urbaine. Certains y réussissent, d'autres pas. De son pas allongé et lent, Bud descendait Broadway. Il boitait un peu à cause des ampoules qu'il avait aux pieds. Il passa devant les terrains vagues où des boîtes de conserve miroitaient dans l'herbe, sous des touffes de sumac et de ronces. Il passa entre des rangées de palissades et d'affiches de Bull Durham, devant des cabanes et des huttes de squatteurs abandonnés, devant des fondrières où s'entassaient des monceaux de détritus creusés d'ornières, où des tombereaux déversaient des cendres et du mâche-fer, devant des affleurements de roches grises que des perforeuses à vapeur frappaient et grignotaient sans cesse, devant des trous d'où sortaient des charrettes pleines de pierres et d'argile qui, par des chemins planchéiés, se hissaient péniblement jusqu'à la rue. Ensuite, sur des trottoirs neufs, il longea des maisons en briques jaunes, et il regardait à travers les vitrines des épiceries, les blanchisseries chinoises, les restaurants, les boutiques de fleurs et de fruits, les magasins de vêtements et les charcuteries. Comme il passait sous un échafaudage devant une maison en construction, son regard se croisa avec celui d'un vieil homme qui, assis sur le bord du trottoir, garnissait des lampes à huile. Et ainsi jusqu'à aujourd'hui, se sont succédé tant d'autres auteurs. Sans tous les citer, on peut évoquer Paul Auster, J. McInerney, Bret Easton Ellis, Tom Wolfe, Don DeLillo. Cyrus Tved a écrit « Monter dans le métro, se promener est toujours une expérience fascinante. J'adore la foule, les couleurs, je découvre sans cesse des lieux nouveaux. Chaque fois que je traverse le pont de Brooklyn, j'éprouve un sentiment d'excitation. Manhattan est l'un des paysages urbains parmi les plus singuliers et fascinants qui soient.
D'un bloc à l'autre, l'expérience peut être radicalement différente. La tolérance y est si manifeste que chaque habitant peut affirmer sa personnalité ou se réinventer librement. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the horizon. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the horizon. Come on up for the horizon tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my calling. On wheels of fire, I come rolling downhill. Come on up for the horizon. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the horizon. Come on up for the horizon tonight. La 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 Lorsque Paul Auster écrit la trilogie new-yorkaise, parue en 1986, il décrit une métropole à la fois fascinante et menaçante. Là aussi, elle est un personnage. Elle a une influence sur ceux qui y vivent. Elle les fragilise et les inspire à la fois. Lorsque Keane, dans Cité de Verre, marche dans New York, il est porté par un mouvement auquel il s'abandonne. La ville est un lieu où se perdre et où s'égarer. Et elle permet peut-être de se retrouver. New York était un espace inépuisable, un labyrinthe de pas infinis. Et aussi loin qu'il allât et quelle que fût la connaissance qu'il eût de ses quartiers et de ses rues, elle lui donnait toujours la sensation qu'il était perdu. Perdu non seulement dans la cité, mais tout autant en lui-même. Le mouvement était l'essence des choses, l'acte de placer un pied devant l'autre et de se permettre de suivre la dérive de son propre corps. Errant sans but, il rendait tous les lieux égaux, et il ne lui importait plus d'être ici ou là. Ses promenades les plus réussies étaient celles où il pouvait sentir qu'il n'était nulle part, et c'était finalement tout ce qu'il avait jamais demandé aux choses, être nulle part. New York était le nulle part que Keane avait construit autour de lui-même, et il se rendait compte qu'il n'avait nullement l'intention de le quitter à nouveau. En 1992, paraissent presque simultanément 2 livres, American Psycho de Bret Easton Ellis et 30 ans et des poussières de Jay McInerney. 2 romans sombres qui décrivent les années Reagan dans une société folle où chez Bret Easton Ellis se confronte l'atroce existence des sans-abri à l'argent des yuppies. Poussé à l'extrême, son récit est celui du cauchemar urbain, d'une horrible décadence. On le comprend dès la première page par ces mots. Abandonne tout espoir, toi qui pénètres ici, peut-on lire barbouillé en lettres de sang, au flanc de la Chemical Bank, presque au coin de la 11e rue et de la 1er avenue, en caractères assez grands pour être lisibles du fond du taxi, qui se faufile dans la circulation au sortir de Wall Street, et à l'instant où Timothy Price remarque l'inscription, un bus s'arrête et l'affiche des Misérables collée à son flanc lui bouche la vue. Mais cela ne semble pas contrarier Price, qui a 26 ans et travaille chez Pierce & Pierce, car il promet $5 au chauffeur s'il monte le son de la radio. « Je suis inventif, dit Price, je suis créatif, je suis jeune, sans scrupules, extrêmement motivé et extrêmement performant. Autrement dit, je suis foncièrement indispensable à la société. Je suis ce qu'on appelle un atout. »
Dans le livre de Jay McInerney, Manhattan est le nid des jeunes trentenaires des années 80, fauchés mais menant une vie mondaine, partagée dans un univers déséquilibré entre les soirées au champagne et l'aide aux démunis, entre naïveté et trahison, entre OPA et crack boursier. Leurs ambitions auxquelles ils voudraient croire les mènent à la désillusion, à ce qu'ils avaient confusément su au fond d'eux-mêmes. New York serait-elle alors l'incarnation du déclin? S'il avait une chance de gagner de l'argent, conclut Russell, c'était probablement à la bourse. Il fallait qu'il se mette à jouer avec les instruments de Dwayne, les achats à terme et les options. Si seulement il avait des capitaux. Et il se rappela alors l'ouverture du crédit, 50 000. Il pouvait investir à court terme. Pourquoi pas? Le 4 avril, nous retrouvons la littérature américaine et un autre épisode consacré à New York. À bientôt. L'instant philo. Roi des animaux. Dans la fable intitulée Le lion s'en allant en guerre, Jean de La Fontaine s'appuie sur le thème classique du lion, roi des animaux. Il écrit: Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter la tiraille nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard ménageait de secrètes pratiques. Et le singe amusait l'ennemi par ses tours. « Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds et les lièvres sujets à des terreurs paniques. » Point du tout, dit le roi. Je les veux employer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. On le voit, La Fontaine se plaît à montrer l'habileté du félin, souverain, à tirer le meilleur parti des autres animaux, ses vassaux. Façon indirecte de donner une leçon politique qu'il formule ainsi: le monarque prudent et sage, de ses moindres sujets, sait tirer quelque usage, et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. De nos jours, avec une morale et un style bien différents, les studios Disney ont produit le roi lion. Cependant, force est de constater que pour le titre de roi des animaux, il y a eu au cours de l'histoire bien d'autres prétendants. Le roi des animaux désigne, en effet, l'animal sauvage qui est placé dans la dimension symbolique d'une culture, au sommet ou au-dessus de la faune connue. C'est habituellement l'animal réputé le plus fort, qu'il soit prédateur ou non. Dans certaines régions d'Afrique, ce fut ainsi pendant un temps l'éléphant. Roi plein de sagesse qui se caractérise par sa force tranquille, car il n'utilise la violence qu'avec grande parcimonie. Au royaume du Dahomey, le léopard a hérité du titre honorifique. Les souverains de cette contrée prenaient le nom de ce félin. Il y a quelques années encore, dans une autre région d'Afrique, le léopard de Kinshasa désignait le président Mobutu, et ce dernier portait toujours une toque en peau de léopard, symbole de puissance. Sous d'autres latitudes, de façon plus surprenante, le cerf est désigné comme le roi des forêts. Dans le film d'animation japonais, Princesse Mononoke, de Miyazaki, il est même question du dieu cerf, faiseur de montagnes et esprit de la forêt dans un contexte médiéval explicitement animiste. Il est vrai que ce cervidé géant a de quoi surprendre et fasciner grâce à son aspect mi-animal, mi-arbre, avec ses bois majestueux qui lui font comme un ramage sur la tête. Enfin, on l'a bien oublié, mais l'ours brun au Moyen-Âge était vu comme le roi des animaux, notamment en Europe. Le prénom celte du roi Arthur signifie d'ailleurs l'ours. Ce grand mammifère des forêts et des montagnes
n'est détrôné par le lion qu'autour du XIIe siècle de Richard Cœur de Lion, sous l'influence de l'Église qui voit dans ce grand fauve d'Afrique un symbole chrétien, et dans la fascination pour l'ours, une réminiscence du paganisme. Michel Pastoureau a publié un ouvrage intitulé « L'ours, histoire d'un roi déchu », qui décrit fort bien la vénération que cet animal a pu susciter. On le voit, la liste pourrait être allongée. Mais quelle idée, me dira-t-on, de prendre pour thème de réflexion l'expression « le roi des animaux ». La formule n'est-elle pas un peu naïve, un peu confuse aussi? Pourquoi pas une reine? Comme les figures invoquées pour tenir ce statut sont toujours des êtres qui se caractérisent par leur puissance et leur force, estimerait-on un peu vite qu'une figure féminine est par principe exclue? Ensuite, parler du roi des animaux, c'est user d'une métaphore politique bien conservatrice et assez dépassée, puisqu'il y est question d'un régime monarchique traditionnel. C'est considérer aussi qu'il y aurait un peuple animal qui forme un tout, ce qui n'est pas du tout évident. Enfin, dans cette communauté des animaux, on suppose la présence d'une hiérarchie qui ferait que certains, par nature, pourraient accéder à la royauté par la seule appartenance à une espèce. Bon, cela fait penser à l'expression beaucoup moins sympathique de race des seigneurs et à d'autres fadaises idéologiques qu'on entend trop souvent. Autant d'éléments qui pourraient inciter à en rester à une attitude de déconstruction et de méfiance face à cette expression. Mais à vrai dire, il y a une autre piste à explorer. La formule semble en effet nous replonger dans un monde d'antan, où les ours peuplaient l'Europe, où les rugissements des lions hantaient encore les savanes, où les titres du Bengale et de Chine terrorisaient mais fascinaient aussi les habitants. User de cette métaphore du roi des animaux renvoie ainsi, non sans une certaine nostalgie, à tout un univers symbolique qui fait partie dans une large mesure d'un passé révolu, ainsi qu'à un imaginaire souvent lié aux contes de notre enfance. Que s'est-il donc passé pour que tout cet univers d'une grande puissance suggestive, à la fois terrible et merveilleux, s'évanouisse du monde réel? Sans doute, l'arrivée d'un nouveau prétendant au trône a changé la donne. Nous venons d'entendre le générique de Tarzan, une série américaine des années 60, où le roi de la jungle, cet enfant sauvage élevé par les singes, ce super-héros blanc vivant en Afrique, imaginé par Edgar Rice Burroughs, pousse son fameux cri. Les grands prédateurs et les animaux puissants, lions, crocodiles, guépards, hippopotames et éléphants, réagissent tout de suite à l'appel de leur souverain. Et juste avant que le générique ne s'achève, on voit Tarzan se battre triomphalement contre un lion. Spectaculaire numéro dompteur et surtout symbole de la souveraineté complète de l'homme sur tous les autres animaux. À la même époque, une autre série qui se passe en Afrique, Daktari, mettait en scène un lion bien inoffensif, Clarence, qui se comportait comme un animal de compagnie et avait de surcroît la particularité de loucher. Façon de ridiculiser gentiment l'ancien seigneur des savanes. Alors, l'homme serait-il devenu le nouveau roi des animaux? Il est vrai que l'espèce humaine est certes celle qui domine largement toutes les autres espèces animales. L'éléphant a été domestiqué, lion, ours brun et tigre ont été dressés. L'ours polaire, pendant longtemps maître incontesté des régions arctiques, a appris à se méfier des hommes, même s'il reste un animal sauvage. Avec le développement des techniques modernes fondées sur la science, l'humain a acquis une puissance de feu qu'aucune autre espèce actuellement ne peut égaler. Il est devenu le prédateur numéro 1.
Mais l'expression roi des animaux suppose, on l'a dit, une hiérarchie parmi les bêtes sauvages que l'on regarde, à vrai dire, toujours à distance. D'un côté, il y a la société des hommes avec ses lois, ses rois et la culture. De l'autre, l'ensemble des animaux dans la nature sauvage avec le roi des animaux. Et on use de l'expression de roi des animaux pour rendre hommage à ces bêtes puissantes qu'on admire, qu'on craint et même qu'on vénère au point parfois de les diviniser. L'expression suppose donc une distinction claire entre les humains d'un côté et les animaux. Tarzan est certes le roi des animaux de la jungle, mais c'est parce qu'il est un personnage hybride qu'il peut avoir ce statut. Il est présenté comme un enfant sauvage, élevé par les singes, qui a bien du mal d'ailleurs avec la civilisation. D'ailleurs, il marque son territoire dans la jungle par un cri quasiment bestial. L'expression « le roi des animaux » suppose donc une répartition de royaumes bien distincts, pourvus, chacun, d'une certaine autonomie dans lesquelles on trouve des habitants de part et d'autre bien différents. Mais lorsque l'homme tente de s'emparer du titre de roi des animaux, tout l'espace terrestre a tendance à s'unifier. L'ensemble des terres, anthropisées, qu'on nomme en géographie l'écoumène, s'agrandit, et le territoire laissé aux animaux s'est réduit comme peau de chagrin. Par exemple, avec la dévastation de la forêt amazonienne, se rejoue actuellement en grande partie pour les animaux ce qui s'est déjà passé naguère quand les conquistadors sont arrivés aux Amériques. Une exploitation et une expropriation extrêmement violente au nom du profit. L'homme ne règne pas sur le peuple des animaux comme le monarque prudent et sage dont parle La Fontaine, mais il l'exploite plutôt comme un colonisateur sans état d'âme. Plutôt qu'un bon roi, l'homme devient un despote sans pitié pour les animaux, voire un exterminateur. On passe ainsi brutalement du conte pour enfants et d'un riche imaginaire des temps anciens à un cauchemar bien contemporain. Les temps ont changé. Le royaume des animaux a été en grande partie dévasté par l'homme. Aucun animal sauvage ne peut plus prétendre au titre de roi. Aussi, quand on veut mettre en scène un animal qui fascine encore par sa puissance et sa sauvagerie, on part du côté de la science-fiction ou du fantastique, avec par exemple les dinosaures de Jurassic Park ou la créature extraterrestre du film de Ridley Scott, Alien. L'ours polaire qui effrayait et fascinait par sa puissance fait maintenant pitié quand on le voit amaigri sur une banquise qui part en lambeaux. Le roi déchu des régions arctiques finit même par se réfugier près des habitations humaines dont il fait les poubelles. Soy la que manda, soy la que sabe. Anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, deja la maga ver, deja la magia hacer. Despierta, despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia, ver. Recuerda por qué. Siglos y siglos y siglos suena la voz del silencio. Mais l'espèce qui est la calamité pour la plupart des espèces animales, sauvages et domestiques, est aussi celle qui peut prendre conscience de ce qu'elle fait. Avec cette prise de conscience, des solutions et des changements de mentalité et d'attitude peuvent émerger. Une nouvelle responsabilité de terrien peut se développer. Là où est le péril, croit aussi ce qui sauve, déclare le poète Hölderlin. C'est pourquoi il ne faut sans doute pas opposer position humaniste et conviction écologiste et animaliste. Reste que le rapport au non-humain dans la biosphère terrestre doit s'envisager autrement que du côté de l'exploitation aveugle. N'est-il pas nécessaire à cet égard de changer de métaphore et de modèle de gouvernance ? Ni roi des animaux, ni tyran exterminateur, l'humain, par ses capacités extraordinaires à inventer des solutions et des remèdes, a peut-être vocation à devenir le berger bienveillant des êtres vivants.
Vous pourrez lire le texte de cette intervention avec toutes ses références, notamment musicales, sur le site de l'association de la Maison de la Culture du Havre. Merci à l'équipe de Westrack Radio et tout particulièrement à Mathieu, le chevalier, qui s'occupe de la technique. Spéciale dédicace à mes élèves de prépa ECS2 du lycée François 1er. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine émission de l'Instant Philo. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'un créateur d'images. Il va se présenter. Éric Ange-Albert. Votre parcours? Disons que je suis un ancien, donc mon parcours est très long. Je m'occupe d'images, mais disons mes premières incursions dans l'image, en dehors du dessin, c'est la photo. J'ai fait mes première exposition à 18 ans au Havre, à la Maison de la Culture. Et puis j'ai fait une exposition tous les ans jusqu'en 74-75, à Rouen, à Paris, à Évreux, jusqu'en 76 où j'ai laissé la photo de côté pour ne faire que du dessin. Et la première exposition de dessin que j'ai faite, c'est en 1980, lors de l'ouverture de la librairie Subespace Expression, librairie de bande dessinée, SF, polar, etc. Et donc première exposition de dessin qui m'a permis de rencontrer le monde de la bande dessinée du Havre. J'étais enseignant à l'époque, j'ai quitté l'éducation nationale en 84. Je dessinais déjà comme professionnel. J'ai animé un atelier de bande dessinée qui a super bien marché entre 84 et 89. J'ai vu passer de jeunes artistes qui sont maintenant des artistes reconnus. Autrement, écoutez, j'ai travaillé pour les éditions Milan, pour les éditions Nathan, j'ai fait des bouquins de classe, j'ai fait des pages de jeux, des bandes dessinées pour Mikado, j'ai illustré des romans aux éditions Milan, j'ai illustré des bouquins de classe. Je sais pas, j'en ai beaucoup à dire. Même en publicité, je crois. Alors, j'ai fait de la publicité surtout, j'ai fait plutôt de la com. J'ai fait de la com pour des entreprises, je me suis occupé du service de la communication pour un bailleur local estuaire de la Seine là, pendant une quinzaine d'années. J'ai fait du dessin de presse aussi pour la presse régionale. Havre Presse, Havre Libre, Paris-Normandie. J'ai dessiné pour des revues, des magazines mensuels. J'ai travaillé pour Le Monde de l'éducation, pour Passage. J'ai travaillé pour Danone, pour leur revue Danoé. J'ai travaillé pour le Futuroscope. J'ai travaillé encore, beaucoup de personnes. Pardon. Oui. Vos activités maintenant en ce moment? Alors mes activités maintenant, malheureusement plus trop de dessins, sauf des croquis d'après nature, l'urban sketch comme on dit, ou des croquis d'après nature, mais autrement je fais principalement de la photo. De la maquette de livres. Je m'occupe d'une maison d'édition qui s'appelle, pour les éditions Rue du Départ. J'ai fait la maquette et l'illustration d'un livre paru dernièrement qui s'appelle de Clément Le Chartier, qui s'appelle La Lune, l'aile et tu et moi. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois pour la revue Michel, une revue régionale. Et puis autrement, je fais des sites également. Je travaille avec une association qui s'appelle Europiano France, pour Musée du Piano de Limoux. Je crois que vous avez aussi 2 expos en stand-by.
Non, j'ai 2 expos en stand-by. Oui, j'ai décidé l'année dernière, sollicité par des amis qui me reprochaient de ne pas montrer mon travail personnel. J'ai décidé de me lancer, de faire à nouveau des expositions. La dernière remontant, je crois, à 2006 ou en 96, je ne sais plus, qui avait eu lieu à la bibliothèque Armand Salacrou. Et donc là, j'ai décidé de montrer mon travail. Donc, je me suis inscrit dans le parcours photographique Are You Experiencing, là, qui a lieu tous les ans depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Malheureusement, cette exposition a été reportée à cause de la situation sanitaire. Et puis, donc, elle devait avoir lieu cette année. Donc, je ne sais pas encore. Là, on est début mars. Je ne sais pas si l'exposition pourra se faire début avril. Et autrement, j'ai par ailleurs une autre exposition qui devait se faire au mois de mai-juin. Même chose. Pas sûr du tout que ça puisse se produire. Mais bon, je continue à travailler pour ces expositions. Donc voilà. Vous serez fin prêt quand... On peut espérer que je serai fin prêt, mais on peut toujours rajouter des photos. Après, ça permet d'avoir du choix et puis d'en supprimer certaines, d'en laisser passer d'autres. Je sais pas trop, quoi. Des projets? Ces projets, c'est autour de... Donc la deuxième exposition que je prépare, c'est une exposition, disons, d'une manière très... peut-être un peu éloignée, mais autour du confinement. Des publications? Si, ce serait un vrai plaisir de pouvoir faire une publication de ces expositions. Et des éditions? Pardon? Et des éditions? Des éditions, avec les éditions Rue du Départ, là on a un bouquin qui est pratiquement prêt, mais qui devait être publié l'année dernière à l'occasion du festival Livre Paris. Qui a été annulé, qui devait paraître pour le festival littéraire de Caen, ça a été annulé. Donc celui-là est prêt, et puis il y en a un deuxième qui est en train d'émerger tout doucement. Donc voilà, toujours audition Rue du Départ. Des hobbies? Des hobbies, oui, des hobbies bien sûr, le dessin, la photo, la lecture. Ça se mélange avec votre travail, avec ce que vous aimez faire? Disons que normalement, j'ai dépassé l'âge de la retraite, mais outre le fait que je touche une retraite, disons, de la Maison des Artistes, c'est-à-dire certainement pas de quoi vivre, ma vie, mon plaisir, c'est de faire des images, c'est de créer des images et d'être dans cette démarche. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que j'arrête, quoi. Des rêves? Des rêves, écoutez, continuer à vivre et continuer à essayer de faire, d'en montrer le maximum. Voilà, je sais pas trop. Être vivant. Être vivant, voilà, c'est ça, être vivant et bien vivant, d'avoir toute ma tête. Je commence à avoir un âge où j'ai peur de voir les gens qui disparaissent autour de moi, des gens qui ont compté. Il commence à y en avoir trop, là, de cela. Votre place dans la culture? Je sais pas, ma place dans la culture, elle continue à être... elle continue à avoir besoin d'être définie. Disons que je suis dans la culture, je suis complètement dans la culture, c'est ma vie. Vous êtes un créateur? Je suis un créateur, oui, forcément. Oui, je suis un créateur. Voilà, j'ai le sentiment de recevoir, de me nourrir de ce que font les autres, de ce que je vois, et je suis habité par le besoin de rendre, de restituer, moi aussi d'offrir quelque chose, en espérant qu'il y ait des gens à qui ça plaise, quoi. Enfin, qu'il y ait des gens qui y trouvent leur compte, faire des images qui font rêver, ou ouais. Donner du bonheur? Oui, c'est un grand mot, mais pourquoi pas. Votre définition de la culture? Oh là, je sais plus. Oui, la culture, je sais pas, je dirais que c'est
tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nourrit nos rêves, nos fantasmes, en dehors de nos besoins physiologiques et nos besoins économiques de survie, quoi. C'est la musique, c'est la danse, c'est la lecture. Le chemin vers les autres. Le chemin vers les autres, voilà, c'est rentrer, ce qui nous permet d'être en relation avec nos congénères en dehors des conflits. Avez-vous autre chose à ajouter? On dit que je suis bavard, mais je crois que le temps m'est compté. Non, pas particulièrement. Des adresses où on peut vous joindre, on peut vous contacter? Écoutez, je peux donner mon adresse, mon mail, donc courrier @ericanjalbert.fr. Rien d'autre, vous n'avez pas un site Alors, j'ai ma grande honte, je fais des sites pour un certain nombre de personnes et mon site à moi est toujours en jachère. Donc, mais je m'en occupe. Hein. Il y a une page, j'ai fait une page pour un site, ça fait longtemps qu'il est en jachère. Et sur cette page, j'ai mis une phrase qui est le site est en construction, n'hésitez pas à être patient. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, bonne journée. C'était Viva Culture, une émission animée par Isabelle Royer. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h sur Westrack Radio pour une nouvelle émission et peut-être rendez-vous à 15h pour aujourd'hui dans une file d'attente à l'entrée d'un lieu culturel. Vous avez vu que le Volcan est occupé par un collectif d'intermittents des spectacles depuis le 16 mars. Comme plus de 60 théâtres, ils aimeraient évidemment, comme nous aussi, que les lieux culturels soient réouverts et c'est un mouvement national. Portez-vous bien, à dimanche prochain, au revoir.